fait, il faut comprendre que dans le cerveau, on a une incroyable usine pharmaceutique. Notre cerveau, il peut tout fabriquer. C'est une approche magnifique car elle nous permet de comprendre comment, au lieu d'injecter des médicaments, on injecte des mots. Et comment les mots changent notre cerveau et nos circuits nerveux. L'effet placebo n'est pas tout puissant, mais même s'il est minuscule, aussi minuscule soit-il, c'est d'un point de vue fondamental, en dehors de l'aspect thérapeutique, ça peut être fascinant de comprendre comment cela est possible. L'effet placebo est un phénomène que l'on retrouve dès les origines de la médecine. Avec les progrès de l'imagerie médicale, il est sur le point de relancer la question du lien entre corps et esprit. Plus concrètement, il questionne la manière dont nous nous soignons aujourd'hui, à tel point que l'on commence à se poser la question de sa maîtrise. Depuis quelques années, l'effet placebo mobilise des équipes de chercheurs un peu partout en Europe et dans le monde. Nous sommes à 3500 mètres dans les Alpes. Ici, dans cette station de haute montagne, une équipe scientifique italienne à la pointe des études sur l'effet placebo va tenter une expérience. Un volontaire est équipé d'une batterie d'appareils qui enregistre une série de données. Rythme cardiaque, activité cérébrale, sudation. Mais ce qui intéresse surtout les chercheurs, c'est qu'à cette altitude, lors d'un effort physique, l'organisme déclenche la sécrétion d'une hormone, le cortisol. Nous sommes intéressés par le cortisol qui est produit dans différentes situations de stress. Dans des conditions de concentration basse en oxygène, on a une sécrétion élevée en cortisol. Durant un effort physique, on veut voir si la production de ce cortisol augmente ou si elle diminue sous l'effet d'un placebo. Au début de l'exercice, on prélève un échantillon de salive qui va mesurer le taux de cortisol juste avant l'effort. Puis, le volontaire va faire du step pendant presque 1 heure. Il est équipé d'un masque à oxygène. L'oxygène enrichi devrait empêcher l'essoufflement du volontaire et donc la sécrétion de cortisol. C'est en tout cas ce qu'il croit, car en réalité, il respire de l'air tout à fait normal. C'est celui de la montagne, à faible concentration en oxygène. À l'issue de l'effort, un nouveau prélèvement de salive est effectué. Et le résultat va révéler un phénomène étonnant. Le taux de cortisol n'a pas bougé. L'organisme s'est comporté exactement comme s'il avait respiré de l'air enrichi en oxygène. Le cerveau du volontaire n'a pas réagi à l'effort. Il a été dupé. C'est l'effet placebo. La première démonstration à grande échelle de l'effet placebo remonte à la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Henry K. Beecher, médecin anesthésiste de l'armée américaine, se retrouve à court de morphine pendant les combats. Il n'y a plus rien pour soulager la douleur des soldats blessés. Il décide alors d'injecter à la place une solution d'eau salée. Et là, à sa grande surprise, plus d'un tiers des patients réagissent comme s'ils recevaient effectivement de la morphine. Que s'est-il passé? L'article que Beecher signe 10 ans plus tard, en 1955, dans une prestigieuse revue américaine, marque le début des études sur l'effet placebo. Le mot lui-même, placebo, est un mot latin qui veut dire « je plairai ». Dans les dictionnaires de médecine, il se définit comme une substance dépourvue d'effet thérapeutique ou un traitement sans valeur thérapeutique spécifique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un placebo? Un objet placebo? En fait, c'est de la poudre de perlimpinpin.
c'est-à-dire une substance pharmaceutique inerte, par exemple du sucre en poudre. Si je prends du sucre en poudre, c'est du sucre en poudre. Mais si on me dit ce sucre en poudre va me faire du bien, et si en plus on le met dans une gélule, c'est du placebo. Depuis les années 50, l'effet placebo intrigue et interroge médecins, chercheurs, neurologues, psychanalystes et philosophes. L'effet placebo, c'est l'effet bénéfique que les patients reçoivent quand ils sont sous traitement avec un placebo. Le problème avec cette définition, c'est que cela n'a pas de sens. Comment quelque chose qui n'a pas d'effet peut-il avoir un effet? On observe ces phénomènes-là et on a bien du mal pour les expliquer. Et surtout, si on cherche à les expliquer en entrant dans le détail, on voit pas très bien le rapport, si vous voulez, entre ce qu'on décrit en termes psychiques, si vous voulez, et puis ce qu'on observe en fait de maladies organiques. L'effet placebo, c'est le poil à gratter de la médecine occidentale. C'est un truc qui l'énerve énormément, parce que la médecine occidentale se veut très respectable et elle voudrait que tout soit parfaitement scientifique et carré et prédictible. Et elle a bien tort, la médecine. Elle a bien tort, parce qu'en fait, elle oublie ses origines. Le domaine de la médecine qui a le plus à faire avec l'effet placebo est celui de l'expérimentation médicale lorsque l'on doit tester l'efficacité d'un médicament. Nous sommes à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, dans un centre d'investigation clinique. C'est dans ce genre de lieu que sont essayées les nouvelles thérapeutiques lorsqu'elles en sont au stade de l'essai sur l'être humain avant leur généralisation ou leur mise sur le marché. On se trouve dans une situation où la meilleure méthode pour évaluer un nouveau traitement est de réaliser une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on va attribuer les traitements par tirage au sort, du traitement médicamenteux qu'on teste contre un placebo. Pour les médecins, l'efficacité globale d'un traitement est le résultat de plusieurs facteurs. L'évolution naturelle de la maladie, qui peut se résorber spontanément, comme par exemple dans le cas de la grippe, l'activité intrinsèque du médicament, et enfin, l'effet placebo, dont l'importance varie d'une maladie à l'autre. Tout l'enjeu de la recherche médicale est de parvenir à esquiver l'effet placebo pour ne mesurer que l'activité intrinsèque du traitement. Ce jour-là, dans le service du docteur Azizi, une recherche sur les effets de la température sur la circulation sanguine est mise en œuvre dans une étude qui compte 20 volontaires. Le protocole mis en place lors de toute investigation clinique est très précis. Des volontaires, qu'ils soient malades ou sains, sont sélectionnés pour participer au test. Ils sont parfaitement informés du protocole expérimental et savent qu'ils pourront recevoir le traitement actif ou un placebo. Ils sont répartis en deux groupes de manière parfaitement aléatoire. Aux uns, on donne le traitement actif, aux autres, on donne un traitement placebo. Non seulement les volontaires ne savent pas s'ils prennent le placebo ou le médicament testé, mais l'équipe médicale elle-même doit aussi l'ignorer. C'est la technique dite du double aveugle ou du double insu. Car les patients et les médecins doivent rester dans l'ignorance totale de la répartition des traitements pendant toute la durée de l'expérience. Les pilules sont identiques, les boîtes sont conditionnées de la même manière. Les stocks et la distribution des produits sont gérés par un autre service, dans un autre lieu. Dans ces armoires, placebo et vrais médicaments sont indifférenciables. Seuls des numéros attribués par ordinateur distinguent les flacons. Personne ne peut les déchiffrer. À la fin de l'expérimentation, parfois des mois ou des années plus tard, on dévoile la répartition des groupes et on compare les résultats. Les médecins estiment souvent que 10 à 30% d'amélioration supplémentaire par rapport au placebo est une preuve d'efficacité. Mais il n'y a pas de règle générale. Le seuil d'efficacité du traitement est déterminé en fonction de chaque maladie étudiée. Il est difficile de donner un chiffre en général de l'effet placebo. Réellement, il est
variable. Il est variable en fonction de la pathologie, il est variable d'un individu à l'autre. Chaque personne. Il est fonction de l'âge, il est fonction des origines culturelles, de votre milieu socio-économique. Il y a plein de choses qui influencent. De votre interaction avec votre médecin, de la couleur de la pilule. Enfin, le nombre de phénomènes qui interviennent est très important. Toutes les pathologies réagissent à l'effet placebo, mais certaines plus que d'autres. La migraine, les douleurs articulaires, l'arthrose, la dépression, l'hypertension artérielle ou encore l'asthme sont parmi les plus sensibles. Plus la sensibilité à l'effet placebo est forte, plus les évaluations thérapeutiques deviennent difficiles. Il y a un certain nombre de maladies, par exemple la sclérose en plaques, si vous voulez, où c'est extrêmement difficile justement de tester l'efficacité d'un médicament. Alors ça se fait, mais c'est très difficile, ça prend un temps fou parce qu'il faut des statistiques très très compliquées. Pourquoi? Parce que justement ce sont des maladies où l'effet placebo est très actif. Par conséquent, pour obtenir des médicaments qui vont apparaître comme étant beaucoup plus actifs que l'effet placebo, ben, il y en a, mais il faut beaucoup travailler pour faire la preuve que c'est le cas. L'effet placebo est donc un facteur complexe à intégrer pour la médecine, car il varie en fonction des maladies, des patients et même de l'équipe médicale. C'est ce que les chercheurs de l'université de Tübingen tentent de mieux cerner sur une pathologie particulièrement sensible à l'effet placebo qui concerne un grand nombre de personnes, la nausée. Voici le formulaire que vous devez signer et qui dit que vous êtes volontaire et que vous avez bien compris l'expérience que nous faisons. Dans ces deux flacons, il y a d'un côté un médicament contre la nausée, de l'autre un placebo. Cette jeune femme est sujette au mal des transports. Elle a accepté de participer à l'étude. Elle va boire quelques gouttes d'un des deux flacons. Elle sait parfaitement qu'elle a donc une chance sur deux d'avoir le produit actif. Le médecin ne connaît pas non plus la répartition des flacons. Puis, la volontaire s'installe dans un fauteuil rotatif, les yeux obstrués, les oreilles bouchées. Tout est en place pour qu'elle ressente la nausée. Le fauteuil va tourner pendant près de 5 minutes. Nous avons observé dans des études cliniques que des patients présentant par exemple des nausées liées à la grossesse, liées à des suites opératoires ou à la prise de médicaments, ont souvent réagi très vite à l'administration de médicaments pour lutter contre cette nausée. Nous pensons qu'il s'agit en grande partie d'effets placebo. Mais il est important pour nous de distinguer ces effets placebo de l'effet des médicaments. C'est pour cette raison qu'ici, à Tübingen, nous avons tenté une expérience en reconstituant en laboratoire des situations observées dans la pratique clinique avec des participants sains. Quand le fauteuil s'arrête, la volontaire évalue immédiatement son ressenti tout en gardant son masque et son casque. Bien, nous allons passer à l'étape suivante. Vous allez donner une note à vos sensations entre 0 et 4. Nausée ? 0. Envie de vomir ? 0. Vertige ? 1. Transpiration ? 0. L'expérience est terminée. La volontaire se lève. Elle ne souffre quasiment pas de nausées. Les résultats ont montré par la suite qu'elle avait reçu un placebo. Grâce à ce type d'expérience, les médecins peuvent mieux évaluer l'efficacité réelle des traitements et en améliorer l'efficience, comme ici pour les antinauséeux. Pour les chercheurs, cette expérience révèle un aspect fondamental de l'effet placebo. Pour le déclencher, il faut d'abord et avant tout croire en l'efficacité du traitement. C'est aussi quelque chose d'absolument sidérant, de fascinant, d'essayer de comprendre comment est-ce possible qu'un système biologique, tel qu'un cerveau par exemple, soit capable de produire un effet thérapeutique en l'absence de, disons,
la vertu supposée d'un médicament qu'on va lui attribuer. Donc là, on rentre plutôt dans les mystères un peu de la croyance subjective et de l'impact de cette croyance subjective sur l'état clinique, puisque l'effet placebo n'est pas tout puissant. Mais même s'il est minuscule, aussi minuscule soit-il, c'est d'un point de vue fondamental, en dehors de l'aspect thérapeutique, ça peut être fascinant de comprendre comment cela est possible. Toute la question est là. Comment une simple croyance peut-elle avoir des conséquences sur les maladies qui affectent notre équilibre physiologique? Comment une croyance peut-elle influer sur la biochimie de notre corps? Évidemment, après, la question, c'est celle du rapport entre le corps et puis l'esprit ou les idées ou les états mentaux, comme on veut les appeler, qui sont des réalités qu'on décrit à l'aide d'un langage complètement différent, qui n'est plus celui justement de la physiologie ou de la biochimie. Le corps, l'esprit. Quel rapport entretiennent ce qui relève de l'organique, de la matière biologique, et ce qui relève des pensées et des sentiments? Ce que l'effet placebo remet en question, ce sont nos représentations des relations du corps et de l'esprit qui ont agité les débats philosophiques depuis des siècles. Pour la médecine occidentale, inspirée par Descartes, le corps est séparé de l'esprit. Et aujourd'hui encore, toute la stratégie de notre médecine reste fondée sur cette opposition. Au cœur de cette conception, le cerveau, une machinerie biochimique sophistiquée, un assemblage de 100 milliards de neurones qui ont chacun plus de 10 000 connexions traversées par des influx électriques. Prenons le cas de la douleur, qui est l'un des phénomènes les plus sensibles au placebo. Le lien entre sensations douloureuses et action du cerveau a pu être décrit avec précision. Sur un corps, un stimulus douloureux va d'abord déclencher un acte réflexe, involontaire, et contracter les muscles pour soustraire le sujet à la cause de la douleur. Dans le même temps, un autre mécanisme entre en jeu. Un neurone transmet l'information au cerveau. C'est grâce à ce message nerveux que la sensation de douleur est perçue par le patient. Mais une possibilité de recours est prévue par l'organisme. Un interneurone reliant le cerveau à la moelle épinière déclenche la libération d'une molécule du nom d'encéphaline. L'encéphaline est un antidouleur naturellement produit par le corps. Il va se fixer sur les récepteurs du neurone qui transmet l'information au cerveau et réduire ainsi la douleur. Quand on injecte un opiacé comme la morphine, puissant antidouleur à la structure chimique similaire à l'encéphaline, il vient se placer sur les récepteurs du neurone à encéphaline. Il bloque alors la transmission du message au cerveau et supprime totalement la sensation de douleur. Quand la morphine est remplacée par un placebo, il peut se produire un phénomène extraordinaire. L'encéphaline, fabriquée naturellement par le corps, va être sécrétée en surabondance et agir exactement comme la morphine pour bloquer la sensation de douleur. Mais comment un placebo, une substance inerte, a-t-il pu influer sur un processus physiologique aussi sophistiqué? Si l'on parvient à décrire assez précisément les mécanismes physiologiques de l'effet placebo dans la douleur, rien ne permet encore d'expliquer ce qui l'a déclenché. Mieux connaître ce phénomène pour éventuellement l'utiliser dans le cadre de médecine antalgique, c'est ce que l'équipe italienne du professeur Benedetti tente d'étudier de son côté. Une volontaire est mise en condition. Un rayon laser lui est envoyé sur la main, provoquant une douleur comparable à celle d'une piqûre d'aiguille. On fait varier l'intensité du rayon et on informe la volontaire de ces variations par un écran de contrôle. Elle doit exprimer l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10. Quanto hai provato? 5. Dans le premier temps de l'expérience, la patiente exprime une sensation de douleur conforme avec l'intensité du rayon laser. Quanto?
Mais l'expérience va prendre tout son intérêt dans un deuxième temps. Les chercheurs vont donner à la patiente des informations contradictoires avec l'intensité du rayon. Alors que le rayon est plus fort, on lui fait croire qu'il diminue. Et là, la volontaire note une diminution de la douleur. Inversement, on la prévient que l'intensité du laser augmente alors qu'elle est plus faible. Et la patiente note une augmentation de la douleur. En plus des données objectives, ce qui est surtout enregistré, c'est le ressenti subjectif de la volontaire. Dans cette expérience, nous avons déclenché un effet placebo dans un contexte expérimental. Nous étudions l'effet placebo de manière scientifique, sans donner de pilule ou de crème. Avec la douleur que nous avons déclenchée, nous avons montré que l'on pouvait moduler l'effet placebo chez un patient. C'est une approche magnifique car elle nous permet de comprendre comment, au lieu d'injecter des médicaments, on injecte des mots et comment les mots changent notre cerveau et nos circuits nerveux. Pour croire au traitement, facteur essentiel pour générer un effet placebo, la mise en condition psychologique du patient est fondamentale. Pour la douleur ou la nausée, on peut penser intuitivement que ces pathologies répondent assez facilement à un placebo. Mais qu'en est-il pour des maladies neurologiques très invalidantes, telles que la maladie de Parkinson? Dans la maladie de Parkinson, un neurotransmetteur du nom de dopamine n'est pas assez sécrété par le cerveau. La maladie se manifeste par des tremblements saccadés et involontaires des membres, dont le malade, peu à peu, perd le contrôle. Depuis 20 ans, les essais thérapeutiques pour libérer de la dopamine dans le cerveau de patients se sont multipliés. Stimulation électrique, greffe de neurones embryonnaires et surtout, absorption de L-Dopa, une molécule qui favorise la production de dopamine. Mais une équipe de chercheurs de Vancouver a tenté l'impensable, faire libérer de la dopamine grâce uniquement à un placebo. Le temps de l'expérience, les médecins ne donnent pas de L-Dopa au malade, mais un placebo. Assez rapidement, le malade se sent mieux, ses gestes sont mieux coordonnés, ses mouvements moins saccadés. Cette amélioration est-elle simplement d'ordre psychologique? Ou y a-t-il eu une libération de dopamine dans le cerveau du patient? Les médecins soumettent alors le malade à un système d'imagerie médicale capable de déceler une sécrétion de dopamine à l'intérieur du cerveau. Et pour la première fois, l'image d'un effet placebo va être visualisée. Sur l'image de gauche, on voit le cerveau du malade avant tout traitement. Les taches orange et rouge montrent que la maladie de Parkinson s'est déclenchée. Elles indiquent la carence en dopamine. Sur l'image de droite, le cerveau du même patient après injection d'un placebo. Résultat, les taches ont diminué. Sous placebo, le cerveau du patient s'est effectivement remis, pendant un certain temps, à produire de la dopamine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'il aura une amélioration par l'effet placebo, par ce comprimé placebo, en même temps, vous aurez une augmentation de la fabrication endogène de la dopamine par le cerveau de ce malade. C'est-à-dire que là, on arrive à un facteur de causalité dans le mécanisme de l'effet placebo qui est très important. C'est-à-dire que lorsque le patient va mieux cliniquement, ce n'est pas le fruit du hasard ou de quelque chose, d'une voie parallèle, c'est par une augmentation de la fabrication endogène par son cerveau de la molécule qui lui manque. Et ça, à partir du moment où il y croit. Générer un effet placebo est donc possible aussi bien sur des maladies, comme la nausée ou la douleur, que sur une anomalie neurologique profonde et sévère telle qu'un Parkinson. Mais plus encore, des manifestations spectaculaires de l'effet placebo ont pu être constatées sur des opérations chirurgicales. Aux Pays-Bas, une expérience a été menée sur les adhérences pelviennes, une pathologie qui se traduit par l'accollement des tissus des différents organes au niveau du bas de l'abdomen.
Les patients souffrant de manière chronique d'adhérence pelvienne vont être traités par chirurgie. On passe par laparoscopie et non plus par une intervention chirurgicale classique, car la laparoscopie est plus confortable pour le patient et c'est plus simple ainsi. Donc on approche la petite caméra, on regarde à l'intérieur de la cavité abdominale, on repère les adhérences et on les enlève les unes après les autres. À peu près la moitié des patients n'en souffraient plus après la première année. Donc le traitement avait l'air parfait. Enfin, c'est ce que nous pensions. Mais finalement, je n'en étais plus si sûr. Je me suis dit que l'on pouvait essayer de comparer avec une opération placebo. La chirurgie envisageable était de mettre les patients sous anesthésie générale, de mettre l'endoscope, de regarder dans la cavité abdominale, de voir les adhérences, et à ce moment-là, de diviser les patients en deux catégories. Ceux à qui on allait enlever les adhérences et ceux à qui on n'allait rien faire du tout. Au bout d'un an, quand on a vérifié, il est apparu qu'il y avait une réduction phénoménale des adhérences sur les patients à qui l'on avait fait une adhésiolyse, mais qu'il en était de même dans le groupe placebo, qui n'en avait pas bénéficié. Donc le même effet sur les deux groupes. Les essais du Dr Jekyll à Rotterdam ont eu l'effet d'un coup de tonnerre dans la chirurgie et plus généralement dans la médecine. Mais très vite, cette expérience a entraîné un vaste débat éthique au sein de la communauté médicale et scientifique. Comment est-il possible, sur le plan moral, de faire une fausse opération chirurgicale sans prévenir le malade, une opération placebo? Et plus largement, est-il concevable d'envisager un traitement médical à base de placebo? Ici, à Essen, une équipe médicale conduit justement une expérimentation unique qui pourrait avoir une application médicale très concrète. Lors de la greffe d'un organe provenant d'un donneur étranger, le receveur reçoit un traitement pour faire tomber ses défenses immunitaires afin d'empêcher le rejet du greffon. C'est une thérapie particulièrement lourde, une chimiothérapie à base de corticoïdes, souvent très invalidante avec de nombreux effets secondaires. L'équipe du professeur Sheldowski a tenté ici une expérience exceptionnelle, utiliser l'effet placebo pour conditionner le système immunitaire et raccourcir la chimiothérapie. Cela offre la possibilité inouïe d'utiliser ces processus pharmacologiques en clinique, chez des patients qui doivent prendre ce genre de médicaments parfois toute leur vie, avec des maladies chroniques ou à la suite d'une transplantation, et de réellement les remplacer partiellement. Le principe de l'expérience est assez simple. Un traitement immunosuppresseur à base de corticoïdes consiste à réduire le nombre de globules blancs par litre de sang. Véritables sentinelles du corps, ce sont eux qui veillent à ce qu'aucun corps étranger ne parvienne à s'introduire dans l'organisme. La première partie de l'expérience est la phase de conditionnement du corps. Dans un premier temps, on commence par donner des vrais corticoïdes à un groupe d'une quinzaine de volontaires en parfaite santé. Après une prise de sang, on enregistre une baisse de la concentration des globules blancs qui montre que la défense immunitaire a largement diminué. Après plusieurs semaines de traitement, on passe à la deuxième phase de l'expérience. On remplace le corticoïde par un placebo. Nouvelle prise de sang, et là, on constate que l'immunité des volontaires a baissé de la même manière qu'avec la molécule active. Le corps a été mis en condition, il a appris. Il a déclenché une sécrétion interne de cortisol, il a produit son propre traitement immunosuppresseur.
Mais par quel mécanisme un tel phénomène a-t-il pu se produire? Nous partons du principe que l'effet placebo peut être déclenché par des mécanismes, dont l'attente. L'attente que les patients ont envers un traitement ou envers un médecin. D'autre part, l'expérience joue un grand rôle. Ce que nous apportons comme expérience positive antérieure dans le traitement actuel est ce qui détermine également l'effet placebo. Attente, conditionnement. Voilà donc les deux maîtres mots employés pour rendre compte de l'effet placebo. Aux États-Unis, une enquête interne réalisée en 2008 dans les hôpitaux révéla que 45% des médecins hospitaliers américains prescrivaient des médicaments qu'ils jugeaient inactifs en vue d'obtenir un effet placebo et sans bien sûr en informer leurs patients. Pour que l'effet placebo marche, on a longtemps pensé qu'il fallait faire croire aux malades qu'ils prenaient un traitement actif. Jusqu'à ce qu'une étude semble montrer qu'il serait possible de prendre un placebo en pleine conscience. Voici une nouvelle étude fascinante au sujet de l'effet placebo. Cette méthode, utilisant des pilules factices ou remplies de sucre, est basée sur le postulat que tout est dans la tête, du moment que les patients ne savent pas qu'elles n'ont aucun effet. Aujourd'hui, les résultats d'une nouvelle étude montrent qu'il n'est plus nécessaire de garder secret l'effet placebo auprès des patients pour que ceux-ci se sentent mieux. Les chercheurs disent que cette nouvelle étude donne à l'effet placebo une nouvelle dimension. Il est tout à fait possible de déclencher un effet placebo sans pour autant duper les patients. Une moitié des volontaires a pris un placebo en pleine conscience à raison de 2 comprimés par jour. L'autre moitié n'a rien reçu. Au bout de 3 semaines, 59% de ceux qui ont pris le placebo ont amélioré leur état contre seulement 35% pour les autres. Ainsi, il serait possible de déclencher un effet placebo sans avoir besoin de mentir aux malades. Pour l'industrie pharmaceutique aussi, après avoir considéré l'effet placebo comme un effet parasite qu'il fallait contourner, la stratégie va être d'optimiser la dimension psychologique d'une prise médicamenteuse et d'en faire un allié potentiel. Une fois le médicament mis sur le marché, tous les moyens sont bons pour en faire un traitement efficace car au final, c'est son succès économique qui en dépend. Tout entre en ligne de compte, le packaging, la couleur, le nom et aussi le prix. Cette manière de présenter le traitement porte un nom, la galénique. Sorte de potion magique, les laboratoires pharmaceutiques sont pour la plupart peu enclins à en parler. Un traitement à 4 comprimés par jour sera par exemple plus efficace qu'un traitement à 2 comprimés par jour. Une gélule rouge ou orange aura un effet dynamisant. La couleur bleue sera réservée aux calmants et tranquillisants. Les laxatifs, eux, seront marrons. Pour chaque pathologie, une couleur a été associée, censée renforcer l'effet placebo. L'effet placebo peut avoir lieu, bien évidemment, sans l'ingurgitation de la molécule ou du comprimé. Je pense à ces patients qui nous disent « Docteur, j'ai donc ma boîte de tel anxiolytique dans la poche, je n'en prends jamais. Mais ils sont là, dans la poche, et depuis qu'ils sont dans la poche, je n'ai plus d'anxiété. » Donc il y a un effet là de suggestion, l'effet d'un pouvoir, l'effet d'un pouvoir qui n'est pas celui du principe actif de la molécule, et que moi je lirais assez au fétiche. C'est-à-dire avoir comme ça dans la poche quelque chose qui va soigner ou qui va protéger. Mais c'est vrai que je me demande si le médicament aujourd'hui, et peut-être d'une manière un peu plus étendue, les sciences, ou tout du moins ce qu'on en fait ou ce qu'on en dit, ne sont pas quelque peu fétichisés. Plus important encore que le placebo lui-même, c'est tout le contexte de soins, toute la pratique médicale qui peut entraîner chez le patient un processus de guérison ou au moins d'amélioration de la santé.
On considère que la médecine est avant tout une science. Et pour la science, ce qui compte, ce sont les chiffres, les rayons X, les prises de sang. Mais le dialogue avec le patient est une part centrale de la prise en charge. Les études sur l'effet placebo participent d'un mouvement général qui place le patient au centre de tout. Nous nous occupons bien sûr des médicaments et des protocoles, mais aussi et surtout de l'être humain. Ce que l'effet placebo révèle et met en lumière, c'est que le soin et la guérison sont d'abord et avant tout le résultat d'une relation humaine entre un malade et un médecin. Et cela peut passer par le ton d'une voix, par des accessoires comme un stéthoscope, une blouse, des objets, ou même par la croyance du médecin. Il y a une histoire que j'aime beaucoup à propos de placebo, c'est l'histoire du docteur Wolf, ce médecin interniste américain très savant, très scientifique, et qui voulait tout vérifier. Son patient, cela faisait 18 ans qu'il avait des crises d'asthme très graves. Il n'y avait rien à l'époque, c'est des histoires des années 60. Il a demandé à un laboratoire de lui envoyer des échantillons d'un médicament nouveau, un nouveau concept, qui n'était pas encore commercialisé. Il reçoit le médicament, il le prescrit normalement. Le patient est guéri dès le lendemain. Ça faisait 18 ans qu'il faisait des crises d'asthme. Pendant 2 semaines, rien. Je dis, c'est trop beau, si ça se trouve, c'est un effet placebo. Il demande au laboratoire des échantillons de placebo, même présentation, qu'il prescrit pareil. Rechute dès le lendemain. Pendant 2 semaines, il rechute. Il remet au produit actif guérison. Il a fait 5 allers-retours, chaque fois de 2 semaines. Chaque fois qu'il donnait le médicament vrai, ça marchait. Chaque fois qu'il donnait le placebo, ça rechutait. Donc il a écrit au laboratoire, monsieur le laboratoire, votre médicament marche chez mon patient. Et on lui a répondu, monsieur le docteur Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Dans l'histoire du docteur Wolf, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est la seule croyance du médecin qui a déclenché un effet placebo chez son patient. Mais que s'est-il passé? Le médecin a sans doute involontairement émis certains signes ou fait certains gestes qui révélaient sa croyance et que le patient a perçu et interprété de façon inconsciente. Mais aucune explication médicale n'a encore été apportée à ce phénomène. Pourtant, il prouve que la relation entre le médecin et le patient est au cœur du soin, parfois plus que le traitement lui-même. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, tout l'enjeu consiste à retarder au maximum le début du traitement. Car, comme dans beaucoup de maladies neurodégénératives, les dégâts dans le cerveau sont irréversibles. Et avec le temps, les thérapies perdent leur efficacité. Ici, le docteur Ziegler reçoit pour sa consultation trimestrielle une patiente qui ne prend toujours pas de médicaments. Comment vous sentez-vous depuis la dernière fois? Il faut que je sois à ce que je fais. Il faut que je sois à ce que je fais. C'est pas. Et le nombre de fois où à table je bouscule un verre, c'est hallucinant. Je crois que je le prends. C'est ça qui est assez étrange. En fait, je dirige ma main pour prendre le verre. Et je n'y suis pas, donc je ferme la main. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Et le verre tombe. En fait, il faudrait que j'accompagne ma main jusqu'au verre. Oui, le geste est trop court. Le geste est trop court. Mais c'est typique de la kinésie, c'est la difficulté à faire le geste jusqu'au bout, à la vitesse normale et avec l'amplitude normale. Tout de suite, j'ai su qu'il allait m'aider. Je ne sais pas pourquoi, et en fait, j'avais raison parce qu'il est extrêmement... Et il sait écouter. Il sait aider, il sait faire la part des choses, il sait relativiser, il sait plaisanter, il sait se moquer. C'est plutôt bien tout ça. Les médicaments ont un rôle important, mais je pense que la façon, l'environnement de la consultation, la compréhension de la maladie par le médecin, quand le patient sent que le médecin... on a vu d'autres, il n'y a pas d'anxiété liée à la situation du patient qui peut être parfois difficile, on ne le regarde pas de façon indifférente, mais le patient sent que, voilà, on a déjà vu, on sait, on connaît, on maîtrise le truc, et ça c'est
un effet thérapeutique certainement important pour le patient qui ressent la connaissance que l'on a de la pathologie. Moi, quand je ressors, je suis presque détendue. Enfin, presque, je suis détendue. Je veux dire, je suis vraiment très contente. Alors, je ne demande pas à y retourner le lendemain. Entendons-nous, c'est que... Voilà, il m'a regonflé pour 4 ou 5 mois. La réalisation d'un effet placebo repose ainsi sur un acte de foi. Tout se passe comme si le malade donnait au médecin, au savant, la capacité quasi magique de le soigner et que cette conviction le guérissait effectivement, du moins en partie. D'une certaine manière, l'effet placebo pourrait se résumer en une formule de psychanalyste. En prescrivant un médicament, le médecin se prescrit lui-même. Qu'est-ce qu'il prescrit, le médecin, se prescrivant lui-même? Moi, je dirais que, en se prescrivant lui-même, le médecin prescrit un certain savoir et aussi un certain pouvoir. C'est une force qui est importante dans la relation thérapeutique et qui est intervenue dans la théorie de Freud et dans la théorie de Lacan, puisque le transfert par Lacan est défini comme étant un sujet supposé au savoir, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sait, et on va se confier à celui qui sait, et qui saura faire, qui saura dire, qui saura entendre. Entendre, écouter, c'est peut-être la première qualité demandée à un médecin. Dans certains centres universitaires, comme ici à Tübingen en Allemagne, on commence à prendre la mesure de l'importance de cette relation patient-soignant dans l'amélioration du processus thérapeutique. Cela passe par la formation des futurs praticiens. Pour le docteur Anne Werner, l'objectif est d'apprendre à mieux s'adresser au patient en lui donnant un diagnostic franc et respectueux, en évoquant les effets positifs de la thérapie. On observe souvent dans la pratique que les patients se plaignent de la relation patient-médecin. Les consultations ne sont pas bien menées et les patients le vivent mal. Il y a des études très claires qui montrent qu'avec une bonne communication, la maladie évolue plus favorablement. Il y a moins de plaintes de la part des patients. Tout ça prouve que former des étudiants à la communication avec les patients est bénéfique. La séance se déroule sous la forme d'un jeu de rôle avec des étudiants et un acteur qui joue le malade. L'étudiant est observé à travers une glace sans teint par ses camarades et leurs professeurs. Den kann man aber behandeln. Den kann man therapieren. Inwieweit wir den therapieren können und dann auch. Une séance de débriefing permet ensuite de souligner points positifs et points négatifs. Ich glaube, ich würde die Diagnose Krebs oder wirklich, das würde ich ein bisschen später machen. Je pense que j'aurais dû donner le diagnostic un peu plus tard. J'étais trop concentrée là-dessus. J'aurais dû commencer par des paroles plus simples, plus anodines, plus faciles. Par exemple, j'aurais pu commencer par raconter des petites histoires pour établir la relation. Ils étudient les gestes, les bonnes pratiques, les paroles justes. Plus encore que la recherche d'un effet placebo, l'objectif est d'empêcher que le rapport du patient avec la thérapie et la médecine soit pour lui une source d'angoisse et de stress qui pourrait devenir un obstacle à la guérison. Wenn ich mich dann so ein bisschen auch gefangen hätte, dann, oder bis zum Abend hat man das ja dann doch ein bisschen. Avec les progrès de la médecine et la connaissance de plus en plus fine du fonctionnement du corps, le patient en tant que personne a été, au cours des dernières décennies, peu à peu oublié pour ne plus être considéré que du point de vue de ses organes. Et pourtant, il a été dans la tradition médicale de percevoir le malade comme un tout avec son histoire, aussi bien psychique que physique. C'est avec cela que la médecine est peut-être en train de renouer, comme ici dans le service de cancérologie pédiatrique du professeur Yves Perel au CHU de Bordeaux. Ici, tout est pensé et mis en œuvre pour donner un environnement favorable,
un décor coloré et accueillant, du personnel spécifiquement formé aux questions infantiles, des activités sportives. Et par rapport aux adultes, il est certain que les enfants sont particulièrement perméables aux signaux extérieurs, beaucoup plus prompts à s'investir dans une relation ou une activité nouvelle. Tout est fait ici pour supprimer ce qu'un environnement technique lourd peut avoir d'hostile, d'effrayant, et prévenir ainsi un possible effet négatif de la prise en charge médicale sur l'enfant. Je pense que si on revient à l'effet placebo, je ne pense pas qu'on puisse le diriger pour gouverner ces cellules, pour chasser des microbes ou pour éliminer des cellules cancéreuses. Il faut être raisonnable. Mais par contre, je pense que tout ce qui fait comprendre à l'enfant qu'on s'intéresse à lui, qu'on le considère comme une personne pluridimensionnelle, ce qu'il aime pas, sa personne, je pense que ça lui permet d'affronter une expérience, notamment une expérience douloureuse ou notamment une expérience pénible, en maîtrisant davantage la situation. Toc toc, bonjour. Dans ce service, une expérience unique au monde a été menée avec des enfants atteints de leucémie. La maladie et tous les processus biologiques en jeu dans l'organisme sont expliqués aux enfants par un vrai dessin animé spécialement conçu et réalisé pour accompagner le soin. Quelle activité! Restons dans la gare de la moelle osseuse de la hanche et regardons maintenant d'où viennent nos globules. C'est ici que se fabriquent nos globules, dans la moelle osseuse. Chut! Regardons. Les globules rouges et blancs sont représentés comme les super-héros du corps qui se déplacent dans des navettes à travers l'organisme. Les cellules cancéreuses, quant à elles, sont des êtres fantomatiques fauteurs de troubles et de désordres à l'intérieur du corps. Cette possibilité de visualiser de façon sympathique, ludique, quelquefois amusante, c'est une façon de rendre la maladie non pas mythique, bizarre, comme un danger immanent, mais quelque chose qui est réel, avec des possibilités de guérir, et qu'on peut comprendre, qu'on peut maîtriser, à laquelle on peut s'affronter. L'expérience menée au CHU de Bordeaux s'est depuis généralisée à tous les hôpitaux qui soignent la leucémie infantile en France et ailleurs dans le monde. C'est une maladie qui se soigne. Près de 80% des enfants atteints parviennent aujourd'hui à être guéris. Mais c'est essentiellement grâce au progrès de la biochimie et à l'amélioration constante des traitements existants. Il y a potentiellement un effet placebo dans les maladies les plus graves. Mais l'enjeu n'est pas de les soigner avec des placebos. Il est plus largement de voir comment un contexte psychologique ou affectif peut aider à améliorer l'efficience des traitements. Car les recherches sur l'effet placebo n'en sont qu'à leur début. Un peu partout dans le monde, des équipes ont permis de montrer les liens entre certains phénomènes cérébraux et le reste du corps grâce au rôle de certains neurotransmetteurs et d'hormones actifs dans les mécanismes physiologiques de l'effet placebo. Cortisol, dopamine, encéphaline. Mais le déclenchement de ces molécules qui peuvent soigner le corps dépend de tout autre facteur qui, eux, n'ont rien de biologique. Il s'agit de mots, de signes, de paroles et de relations humaines. Car au-delà de tous les progrès de la médecine et de la science, ce que l'effet placebo continue et continuera de questionner, c'est le rapport entre ce qui relève du biologique et ce qui concerne le langage. C'est notre conception de la relation du corps et de l'esprit. Et ça reste un mystère. Ce qui fait qu'en principe, on ne peut pas imaginer une médecine où il y aura un robot extraordinaire, le patient rentre ses symptômes, et puis le robot ira dans une pharmacie et donnera ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette partie, non pas irrationnelle, parce que l'irrationnel, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à expliquer, mais cette partie qui échappe à la pharmacologie et qui est dans la psychologie.